Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais parler avec un homme qui m'a fait rire depuis tellement longtemps, pendant tellement longtemps. Un homme qui était derrière la caméra, je ne le connaissais pas, mais devant la caméra, quelqu'un d'extrêmement direct dans son humour et dans sa façon de faire passer les messages. J'aurais parlé évidemment de Gérard Darmon. Alors, je ne te connais pas personnellement, Gérard, mais tu as accompagné ma jeunesse, mon identité de jeune adulte, et j'ai entendu ce que tu as dit lorsque le peuple français était en deuil sur la disparition de Jean-Luc Godard, et que toi, tu as décidé qu'il était temps de mettre les pieds dans le plat et de dire véritablement les choses. Tu dis que tu ne peux pas du tout avoir de peine et de deuil pour quelqu'un qui a été foncièrement antisémite et foncièrement anti-Israël. Mais je voudrais revenir, si tu me permets, à ces deux points-là, mais tout d'abord, reprendre une chose que tu as dit qui est tellement vraie et tellement juive. Tu dis on ne peut pas séparer l'artiste de son œuvre. C'est complètement impossible. On ne peut pas dire ah ben non mais il fait du bon cinéma, bon c'est un pourri mais il fait du bon cinéma donc on va regarder ses films. Tu ne peux pas, et tu as cité Céline et c'est un très bon exemple, tu peux pas dire ouais non c'est un très bon écrivain mais en même temps c'est un antisémite notoire. Et tu as donné l'exemple magnifique, tu as utilisé le point Godwin en disant voilà c'est comme si maintenant je commençais à encenser les peintures d'Hitler. Oui il a commencé une carrière d'artiste avant d'être refusé aux Beaux-Arts donc voilà il peignait bien pourquoi pas. Ah oui bon il a fait des choses pas bien mais enfin c'est un très très grand artiste. Imagine si on lui donnait maintenant un prix d'honneur du jury, je sais pas, dans une compétition d'art internationale. Et le prix est donné à Adolf Hitler. Attends. Et donc tu dis de manière la plus simple du monde, on ne sépare pas l'œuvre de l'artiste. Parce que cette séparation, et je l'ai déjà dit, c'était le propre de la philosophie grecque, que le philosophe c'est un bonhomme, mais son idée, c'est une autre idée, ça n'a rien à voir. Comme disait Aristote, faut pas être un triangle pour enseigner la géométrie. On raconte même, dans la bouche de Cléarchos, qui était un des élèves d'Aristote, que lorsque Aristote mangeait et qu'il y avait du gras et tout qui coulait sur le long de sa barbe quand il mangeait, et que les gens s'étonnaient, parce que quand même, ça ressemble pas tellement à Aristote de manger de manière aussi... il dit, quand Aristote mange, ce n'est pas Aristote. Non, mais ça, c'est pas juif. Parce que chez nous, dans le judaïsme, il y a un concept très très simple à comprendre. Quelqu'un qui est un érudit, mais qui n'a pas de bonne midote, qui n'a pas un bon comportement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah avec lui. Même s'il connaît plein de choses. Parce que tu peux pas détacher le bonhomme de ses prises de position et de son œuvre. Et donc, c'est très très fort ce que tu dis. Et il faudrait que beaucoup plus de gens le disent. Le judaïsme croit à l'unité. La phrase forte du judaïsme, c'est « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. » Un, ça veut pas dire unique. Ça veut dire un. Ça veut dire que tout dépend de lui. Ça veut dire qu'il réunifie tout. Et donc, non, tu ne peux pas séparer l'idée des actions. De la même façon, quelqu'un qui serait un grand donateur, et il donne plein d'argent à plein de monde, mais on surprend une conversation entre quatre murs, qu'en fait il a fait tout ça uniquement pour que tout le monde lui dise merci, et que tout le monde le mette sur un piédestal. Évidemment que ces donations vont en prendre un sacré coup. Parce que tu ne peux pas séparer l'action de l'idée, l'œuvre de l'artiste. L'unité, l'authenticité. Et tu dis, pour moi, quelqu'un qui était foncièrement antisémite est foncièrement anti-Israël. Et j'ai envie de prendre une position ici, très forte. Je ne sais pas si tu en es conscient, Gérard, mais c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Alors ça ne veut pas dire que tous les antisémites sont forcément anti-israéliens, même si j'ai l'impression que oui. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont anti-Israël sont forcément antisémites.
même si j'ai l'impression que si. Au final, le peuple d'Israël, dans son histoire intérieure, s'est toujours référé à la terre d'Israël et à la perte de son État et dans l'espoir de retrouver un État. Depuis la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui. La phrase qui a maintenu la cohésion nationale du peuple juif, c'était l'an prochain à Jérusalem. L'espoir du retour à Jérusalem et de retrouver notre indépendance et notre souveraineté. Aujourd'hui, une fois que nous avons retrouvé cette réalité-là, eh bien, nous avons du mal à l'exprimer. Et dans le monde, on a du mal à connecter le fait que le peuple juif est redevenu le peuple d'Israël. Tu parles de cet homme qui a énormément attaqué ta communauté. Mais j'aimerais que tout le monde comprenne, ta communauté, c'est pas la communauté juive, c'est la communauté d'Israël. Dans le regard du monde, toi, Gérard Darmon, que tu le veuilles ou pas, tu es un ambassadeur d'Israël, toi aussi. Parce que il n'y a pas véritablement de dissociation faite entre le juif qui habite en France et le juif qui habite à Tel Aviv. Car le peuple juif n'est pas une religion. C'est un peuple. C'est une identité nationale. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Je ferai de toi un grand peuple et non pas une grande religion ». Nous avons toujours été connectés à la dimension de la nation d'Israël. Des fois, on a pu l'exprimer, comme aujourd'hui, et des fois, on n'a pas pu l'exprimer, comme pendant 2000 ans d'exil. Mais la connexion était toujours présente. Tu viens et tu dis « Je ne peux pas m'associer au deuil de quelqu'un qui a frappé et la dimension juive et la dimension d'Israël. » Mais en fait, il a frappé les deux parce que ce n'est qu'un. Aujourd'hui, la réussite d'Israël retentit aussi sur chaque juif du monde. Aujourd'hui, les difficultés et les défis d'Israël ont également leur retentissement dans tous les juifs du monde. Lorsque l'armée d'Israël va devoir partir en guerre contre les terroristes à Gaza, comme de par hasard, on va avoir des émeutes devant les synagogues à Sarcelles. Lorsqu'il va y avoir une réussite au niveau technologique, au niveau de la start-up, au niveau de la high-tech en Israël, on va avoir des gens qui vont dire « Ah oui, non, mais les Juifs, toujours avec leur argent... » Les choses ne sont pas dissociables. Le peuple d'Israël a toujours eu les yeux rivés vers Sion. Et le monde entier a toujours eu cette havana, cette compréhension que le peuple d'Israël, la terre d'Israël, et j'ai envie de te dire, la Torah, tout ça ne fait qu'un. Gérard, on ne se connaît pas, mais si un jour tu avais l'intention, je sais pas, de voir cette vidéo, d'approfondir sur cette réalité-là, eh bien, que ce soit moi ou tous les rabbins de l'équipe de Israël Torah, on serait très honorés de pouvoir discuter avec toi. Et si un jour, comme tu as pris la défense d'Israël, si un jour tu avais décidé de venir en vacances, ici en Israël, eh bien, sache que ton serviteur, moi-même, je suis aussi guide en Israël, et je serais très honoré, moi ou mes amis qui le sont également, de te faire découvrir ce pays qui est le tien, cet héritage qui est le tien, cette histoire qui est la tienne, pour que tu puisses continuer à la défendre et à construire notre avenir. À bientôt, mon ami.